Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance qui ne s'améliore pas sur les marchés européens. À mi-séance, on est encore sur une baisse de 1% et même plus pour l'indice CAC 40 qui passe sous les 6000 points. On revient tester les points bas récents qu'on avait connus début mai sur l'indice parisien. Après déjà une série de séances très compliquées depuis la semaine dernière. La séance d'hier à Wall Street a été particulièrement compliquée et retentit comme un nouveau signal d'alerte pour les investisseurs alors qu'on entre dans la période estivale et qu'on attend la décision de la Fed bien sûr dans 24 heures maintenant. Parmi les histoires qui marquent cette séance, il faut noter quand même la fin de partie pour Atos, en tout cas Atos telle qu'on la connaît comme entreprise depuis plusieurs années maintenant, avec une crise de gouvernance qui se durcit encore un peu plus sur fond de désaccord stratégique. Le conseil d'administration d'Atos a validé une scission de l'entreprise entre les activités historiques d'infogérance et les nouvelles activités tournées vers la transformation numérique, la gestion des données ou encore la cybersécurité. Résultat de cette nouvelle stratégie décidée par le conseil d'administration, le départ du directeur général Rodolphe Belmer, arrivé il y a quelques mois à peine et qui quittera ses fonctions d'ici le mois de septembre. Le titre Atos signe une chute de 20% aujourd'hui sur le marché parisien. Détail à suivre avec Alix Nguyen dans un instant. Et puis bien sûr le gros morceau de la semaine en matière de politique monétaire, la décision de la Réserve fédérale américaine avec une réunion qui commence aujourd'hui jusqu'à demain. Tout est à refaire d'une certaine manière. On pensait que le chemin avait été plutôt bien balisé par Jérôme Powell et la Fed pour ce meeting, pour le meeting du mois de juillet également. Et à la veille de la décision, on ne sait plus rien. Et ce sera même peut-être d'ailleurs une hausse de 75 points de base que décidera la Réserve fédérale américaine dès demain. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités pour cette demi-heure d'émission. Et puis nous évoquerons la partie américaine spécifiquement sur le plan des actions avec un S&P 500 officiellement entré en bear market. Le marché était déjà baissier depuis plusieurs mois, mais le S&P 500 a atteint la barre symbolique des 20% de baisse et plus par rapport à son pic historique de début janvier. Comment gérer cette situation sur le marché américain? Nous en parlerons avec Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, qui sera avec nous en plateau pendant cette émission. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe, et c'est à nouveau le rouge sur les marchés européens. Les infos clés donc avec Alix Nguyen. Le CAC est indécis à la mi-journée et ce après une chute de 8% en 5 jours. La prudence domine au lendemain d'une journée empreinte d'un fort recul des indices new-yorkais. Prudence aussi en cette veille de décision monétaire de la Fed. Le comité de politique monétaire entame sa réunion aujourd'hui à Washington. Il pourrait entériner une nouvelle hausse de 0,5 points des taux de la Fed, voire de 0,75 points. Les nouvelles données macroéconomiques publiées ces jours-ci pourraient convaincre les responsables d'accélérer de nouveau. En attestent les dernières sorties de Jérôme Powell, selon lesquelles les décisions se baseraient sur les données. Pour rappel, les chiffres de l'inflation publiés la semaine dernière ont montré que la hausse des prix ne ralentit pas. Elle a battu au contraire en mai de nouveaux records depuis plus de 40 ans à 8,6% en rythme annuel. Dans ce contexte, les investisseurs suivront attentivement cet après-midi aux États-Unis l'indice des prix à la production industrielle et détermineront de ce fait si les pressions inflationnistes ralentissent ou se renforcent. Avant cela, nous découvrions ce matin 2 indicateurs en Allemagne. L'inflation y a bien atteint en mai le niveau record de 7,9% sur un an. Et puis l'indice ZOO allemand remonte un peu en juin. L'indice de confiance s'établit ainsi à moins 28 points contre moins 34,3 le mois précédent. Parallèlement au rebond des actions, on relève que l'euro remonte et les rendements des emprunts d'État se tassent légèrement. Sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement à 10 ans s'affiche en baisse autour de 3,3% après avoir frôlé les 3,4% hier. Sur le plan des valeurs à suivre, Atos annonce sa scission en 2 sociétés distinctes, une décision stratégique qui conduira au départ du directeur général Rodolphe Belmer d'ici à fin septembre. Atos prévoit aussi de céder la totalité de sa participation dans Worldline,
d'environ 7 millions d'actions, représentant autour de 2,5% du capital, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels avec effet immédiat. Et puis Total Energy annonce un accord avec Adani Enterprises Limited afin d'acquérir une participation de 25% dans Adani New Industries Limited. Elle sera leur plateforme exclusive pour la production et la commercialisation d'hydrogène vert en Inde. Tendance, mon ami, les infos clés de marché 2 fois par jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Nous évoquons pour entamer cette émission la réunion de la Banque centrale américaine qui commence aujourd'hui avec une décision qui sera délivrée demain soir, heure française, aux investisseurs. Bastien Dreux est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à double titre, merci d'être régulièrement avec nous le mardi, vous et les équipes de CPRAM pour discuter des enjeux de marché. Merci également de nous faire profiter de votre connaissance et de votre expertise sur le sujet des banques centrales, Bastien, avec un nouvel ouvrage, je le signale, qui est paru aux éditions De Box Supérieur. Le titre est assez simple, Banque centrale, les nouveaux outils de politique monétaire. Non mais simple parce que c'est un sujet qui ne doit pas se limiter aux experts et aux économistes. Je suis convaincu que ce sujet des banques centrales et des politiques monétaires doit entrer de plein pied dans le débat public. Et je pense que cet ouvrage y participe, avec en plus la préface de Pascal Blanquet, le CIO d'Amundi, qui est votre maison mère, la maison mère de CPRAM Bastien. Donc voilà pour ce nouvel ouvrage. Et le sujet, c'est évidemment celui des banques centrales, à commencer par la Fed, Bastien, qui se réunit en ce moment jusqu'à demain. Est-ce que la crédibilité de la Fed est à nouveau à reconstruire, Bastien? On s'était quitté après la dernière réunion de la Fed, début mai, sur l'idée que le chemin avait été plutôt bien balisé, au moins pour quelques meetings, et que les investisseurs avaient retrouvé un peu de visibilité de ce côté-là. À 24 heures de la prochaine décision de la Fed, on ne sait plus rien. Oui, effectivement, ce dernier FOMC, celui de mai, on a l'impression que c'était il y a une éternité en fait, mais c'était seulement en mai, c'était il y a quelques semaines. Et lors de ce FOMC, Jérôme Powell avait indiqué que la Fed envisageait 2 hausses de taux de 50 points de base, une mi-juin et une fin juin, et on avait plutôt le sentiment qu'il mettait en place l'option d'une pause ou au moins d'un resserrement moins vigoureux à partir de septembre. Et d'ailleurs, à partir de ce FOMC, les taux longs avaient marqué une pause, les taux longs américains avaient marqué une pause, et depuis quelques jours, on a l'impression que ce scénario a complètement volé en éclats. Alors c'est d'abord causé par la publication de l'inflation du CPI pour le mois de mai qui change la donne avec un retour de l'inflation totale à plus 8,6% en glissement annuel, donc c'est un plus haut de 40 ans, puis surtout de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation et énergie qui ralentit beaucoup moins que prévu à 6%. Donc ça c'est sorti en fin de semaine dernière. Il y a aussi la publication de l'enquête de l'Université du Michigan. C'est une enquête auprès des consommateurs et qui montrait que les anticipations d'inflation à 5 ans, donc les anticipations d'inflation de moyen terme, revenaient vers les plus hauts niveaux depuis 25 ans. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui changent la donne et c'est là que se pose un vrai dilemme pour la Fed. Est-ce qu'il vaut mieux maintenir ce scénario de 2 hausses de taux de 50 points de base en juin et en juillet pour ne pas porter préjudice à la crédibilité de la parole donnée il y a quelques semaines, ou est-ce qu'il vaut mieux relever directement les taux directeurs de 75 points de base? J'ai vu que j'avais des confrères qui parlaient de 100 points de base. Ah bah oui, tout est possible maintenant. Pour ne pas perdre la crédibilité de la lutte contre l'inflation. Et en fait, on voit bien qu'il n'y a pas de bonnes options à ce niveau-là. On va essayer de répondre à cette question tactique, Bastien, mais en quoi le dernier rapport sur l'inflation change la donne? Ok, on est sur un nouveau plus haut de 40 ans, mais on l'était déjà le mois précédent et le mois encore d'avant, Bastien. Pourquoi est-ce que là, il y a quelque chose de nouveau peut-être qui laisse envisager qu'on entre peut-être dans une phase encore différente pour la Banque centrale américaine?
Alors, l'inflation totale, elle a beaucoup monté, c'est en grande partie à cause de l'énergie, et notamment, quand on parle de l'énergie pour les États-Unis, c'est surtout les prix à la pompe. On a des prix de l'essence qui ont monté de façon continue aux États-Unis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et on a été de record en record. Mais en fait, je pense qu'il faut bien regarder les niveaux. On a aujourd'hui un prix moyen aux États-Unis qui vient de dépasser les $5 le gallon, et c'est quand même 25% au-dessus des précédents plus hauts historiques qu'on avait pu voir en 2008, en 2011, en 2012, 2013. Donc là, il est vraiment en train de se passer quelque chose de très puissant sur les prix de l'essence. C'est évidemment les prix du pétrole qui ont beaucoup monté, mais c'est aussi le fait que les capacités de raffinage aux États-Unis ont très fortement été réduites depuis la crise Covid, et donc il y a des goulets d'étranglement qui sont en train de se mettre en place. Donc là on a déjà ça, les prix de l'essence qui augmentent très fortement. Puis après, quand on va creuser un peu dans l'inflation sous-jacente, on commence à s'apercevoir que le logement, c'est-à-dire en grosso modo les loyers, eh bien commence à représenter un poids très important, et surtout dans la comptabilisation, dans les statistiques, elle est en train d'accélérer cette accélération des loyers. Donc là, on a 6% d'inflation sous-jacente actuellement, et on a à peu près la moitié qui proviennent des loyers, et si on continue sur ce rythme-là, à la fin de l'année, on aura peut-être 4 points d'inflation sous-jacente qui proviendront du logement hors énergie. Et ça, c'est vraiment un problème de moyen terme, une problématique de moyen terme sur laquelle la Fed a un pouvoir d'action, parce qu'on sait très bien que le fait que remonter les taux directeurs, ça va jouer sur le marché immobilier, et donc sur les prix immobiliers et sur les loyers aussi par ricochet. Si ça continue à ce rythme-là, Bastien, qu'est-ce qu'il y a derrière ceci ? Est-ce qu'on peut là raisonnablement extrapoler les tendances que vous décrivez, au moins sur les prochains mois ? Pour l'inflation ? Oui. Alors, les prix du pétrole vont peut-être à un moment arrêter de monter. Je ne sais pour quelle raison, mais peut-être qu'à un moment les prix arrêteront de monter. C'est l'espoir qu'on peut avoir, en tout cas. Alors, ce qu'on peut voir aux États-Unis, quand on regarde les prix au jour le jour, tous les jours, on assiste à une hausse des prix de l'essence. Sur les derniers jours, on a une hausse de 1 cent par jour, et on est déjà sur des niveaux records, quoi. Donc là, on a quelque chose qui est assez fort qui est en train de se mettre en place. Et malgré ça, la demande pour l'essence n'est pour l'instant pas en train de chuter. Donc ça arrivera à un certain niveau de prix, mais pour le moment, ça n'est pas encore en train d'arriver. Donc ça, c'est pour les prix de l'essence. Ensuite, pour les prix de l'alimentation, il y a des raisons de penser que les prix de l'alimentation peuvent encore progresser, notamment parce que les prix des engrais avaient très fortement progressé. Et puis ça, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais quand on regarde le CPI alimentation aux États-Unis, en progression, on est sur les mêmes niveaux que ce qu'on voyait sur les années 70. Donc là, il se passe aussi quelque chose de très fort. Donc ça, c'est pour l'inflation totale, pour le côté énergie et alimentation. Quand on va regarder l'inflation sous-jacente, on peut malgré tout s'attendre à une petite décrue parce que on avait une contribution du transport hors énergie, enfin grosso modo les voitures, pour être clair, qui était extraordinairement forte et qui va petit à petit sortir du calcul d'inflation sous-jacente. Là, on peut s'attendre à ce qu'on ait 100 à 150 points de base de moins d'inflation sous-jacente causée par les voitures. Ceci dit, on va rester sur des niveaux qui vont rester très élevés jusqu'à la fin de l'année. Et donc, en résumé, Bastien, 50 ou 75 points de base demain soir, qu'est-ce qui rendrait la Fed plus crédible ? Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonnes options pour la Fed, parce qu'elle y perdra d'une façon en crédibilité d'une façon ou d'une autre, que ce soit au niveau de la lutte contre l'inflation ou finalement de la crédibilité de la parole donnée il y a quelques semaines. Maintenant, on est obligé de constater qu'il y a eu une sorte de fuite dans le Wall Street Journal hier avec le Nick Timiraos, donc qui du jour au lendemain
lundi, en fin de semaine dernière, il indiquait qu'une hausse de 75 points de base était très peu probable. Et puis l'article d'hier indiquait que finalement, il y aurait très vraisemblablement une hausse de taux de 75 points de base, avec visiblement des informations qu'il aurait pu avoir, quoi. Donc là, on semble quand même s'orienter sur la base de cet article sur une hausse de 75 points de base des taux de demain soir. Après, c'est pas la seule question, parce que dans les grandes questions qui se posent, c'est aussi quelle tête vont avoir les dots. Les dots, c'est les projections de taux directeurs des membres du FOMC en mars. Donc c'était les derniers dots, et ils indiquaient pour 2022 une cible de Fed Funds de 1,75-2%. Et ça paraît complètement dépassé, parce que les dots vont être largement revus à la hausse. Et là, les membres du FOMC vont devoir se mouiller un petit peu quand même sur leurs intentions pour le second semestre. Et là, on devrait avoir un peu plus d'idées sur est-ce qu'on va pas plutôt partir sur 4 fois 50 points, parce que là, il restera 4 comités de politique monétaire après celui de mercredi soir. Est-ce que ça sera plutôt 4 fois 25, 4 fois 50? Est-ce qu'on peut imaginer plus que ça? Et là, quand même, avec les dots qui seront publiés demain soir, on devrait avoir une idée un peu plus précise de ce que les membres du FOMC ont en tête pour le reste de l'année. On attend une communication complète donc de la Fed demain soir, avec les nouvelles projections économiques, les nouvelles projections en matière de taux directeur, et la décision évidemment qui pourrait être une surprise par rapport en tout cas à ce qu'on attendait il y a quelques jours encore. Merci beaucoup Bastien Dreux avec nous par téléphone. Je rappelle votre ouvrage Banque centrale, les nouveaux outils de politique monétaire, publié aux éditions de Box Supérieur. Bastien qui est responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. On va parler du marché action américain avec Julie Jourdan à mes côtés en plateau, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup, mais il faut évidemment réagir à ce qu'on vient de décrire et de détailler avec Bastien, parce qu'on va parler du marché américain, des 20% de baisse du S&P 500. À chaque fois, ces questions de marché nous ramènent au sujet de l'inflation et de la Fed. C'est les deux sujets qui, en tout cas aux États-Unis, préoccupent énormément les investisseurs à court terme. Donc c'est vrai qu'on a eu un chiffre de l'inflation vendredi qui était particulièrement fort et qui vient confirmer qu'en fait, ça touche de manière extrêmement importante le consommateur américain. Pour juste donner en fait un ordre d'idée, la facture en fait en termes de pétrole, quand on regarde ce que paye un Américain par rapport à il y a un an, c'est un tiers de plus. Quand on regarde ce qu'il paye pour son panier alimentaire, c'est 12% de plus. Donc ça a un impact particulièrement fort et bien évidemment d'abord sur les catégories sociales les moins favorisées. Donc c'est vrai que quand on regarde les chiffres, les 2/3 des dépenses des 20% les moins riches aux États-Unis sont des dépenses incompressibles d'alimentation et d'énergie. Donc le gouvernement et la Fed ne peuvent pas ne pas réagir face à une telle situation. Après, c'est vrai que effectivement, il y a 6 semaines, on avait une situation. Aujourd'hui, on a une autre situation. Et je pense que de ce point de vue-là, on a une Fed qui est très pragmatique. Et c'est vrai que la situation, elle évolue de semaine en semaine. Les données évoluent de manière très rapide. Donc, on verra ce qu'ils disent effectivement à l'occasion de cette réunion. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont 2 outils. Ils ont un premier outil qui est effectivement la hausse des taux. Ils ont un deuxième outil qui est le quantitative tightening. Donc, les cessions potentielles d'actifs. Et c'est là aussi qu'il faudra être extrêmement vigilant, voir dans quelle mesure ils ne peuvent pas utiliser ce levier également pour accélérer l'effet, en fait, de la hausse des taux. Donc ça, c'est des choses qu'on verra effectivement dans les déclarations de la Fed. Mais s'il faut en passer par une récession pour préserver le pouvoir d'achat des catégories de population les plus fragiles, oui, la Fed est prête à le faire aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas dit qu'ils étaient prêts à le faire. Non, aujourd'hui, ils ont dit qu'ils acceptaient Ouais. l'idée qu'il y ait des conséquences, notamment sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui était relativement nouveau. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un marché de l'emploi qui est très tendu. On a un niveau de chômage qui est
proche du niveau de plein emploi, donc il y a très peu de chômeurs, avec un taux de participation en fait des Américains qui avait bien progressé ces derniers mois, mais qui s'était un petit peu, on va dire, stabilisé, pour ne pas dire stagné sur le dernier mois. Donc on verra comment ces choses évoluent. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on commence déjà avant même que la Fed accélère ou pas son programme de hausse des taux, on voit qu'on a un certain nombre de sociétés qui sont plus prudentes. On l'a vu, et notamment, c'est ça qui est intéressant, notamment dans des secteurs d'activité qui, aujourd'hui, ne connaissent pas la crise. C'est-à-dire la technologie. Donc, quand on regarde que des acteurs comme Microsoft, comme Intel et d'autres... Cisco aussi, hein, il y avait Cisco, un petit... et d'autres sociétés, Salesforce, ralentissent leur programme de recrutement. Effectivement, ça nous dit les entreprises commencent à avoir une certaine forme de prudence. Je regardais dans le secteur technologique, il y a eu 15 000 départs ou 15 000 licenciements sur le seul mois de mai aux États-Unis. Voilà. Ça donne un peu la dimension, effectivement. Effectivement. Alors après, souvent, les licenciements concernent des sociétés très spécifiques. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose qui est à garder en tête. Il y a un peu plus de prudence, y compris dans des secteurs qui sont aujourd'hui finalement très privilégiés parce que ne connaissant pas la crise, au contraire, ayant des niveaux de croissance tout à fait satisfaisants. On va aborder la dimension et la stratégie en matière de stock picking. Hein. C'est votre métier de sélectionner les valeurs. Mais comment vous regardez la dimension un peu macro du marché? Tout le monde a vu les nouvelles hier, ça fait les gros titres. Le S&P 500 est en baisse de plus de 20% par rapport à son record historique de début janvier, à plus de 4800 points. Qu'est-ce que ça nous dit quand même de l'état d'esprit des investisseurs? Il n'est pas bon, mais des fragilités peut-être qu'il y a dans ce marché, qui a déjà accusé quand même des ajustements de prix majeurs. Et là, on parle que des marchés actions, mais qu'en est-il sur l'obligataire? Qu'en est-il sur les marchés de crédit? Enfin, je veux dire, la purge est violente de partout. Et pour autant, on se demande si on n'est pas en train de basculer dans quelque chose qui pourrait être encore plus négatif du point de vue des marchés, j'entends, Julie. C'est dur de se poser cette question après déjà 5-6 mois compliqués. Alors, c'est vrai que c'est la question qu'il faut se poser en même temps, hein, parce qu'effectivement, où est-ce qu'on en est? Il faut aussi rappeler qu'on est dans une période de transition majeure. On a eu 2 années exceptionnelles. On a eu une crise sanitaire exceptionnelle qui s'est traduite par une récession tout à fait atypique et à la suite de cette récession tout à fait atypique, un alignement absolument extraordinaire entre des politiques monétaires ultra accommodantes, avec un bilan de la Fed qui a progressé de manière spectaculaire et qui a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer, des politiques de soutien économique tout à fait extraordinaires également, et finalement un rebond économique également assez exceptionnel. Donc on arrive finalement 2 ans plus tard dans une situation où le monde à nouveau a changé, avec effectivement des entreprises qui font face toujours 2 ans après à des problèmes d'approvisionnement, avec une certaine forme d'incertitude sur les chaînes d'approvisionnement, parce que toujours une crise sanitaire dans un certain nombre de pays d'Asie, en particulier la Chine. La guerre, effectivement, entre l'Ukraine et la Russie qui vient rajouter de l'incertitude. Et donc, une perception, en fait, de, finalement, après ces 2 années, vers quoi on va? Est-ce qu'on va vers une récession? Est-ce qu'on va vers une récession des profits ou une récession économique? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Et aujourd'hui, c'est ce que se pose comme question le marché, avec effectivement des politiques monétaires qui ont complètement se sont infléchies. Donc, c'est vrai que quand on regarde ça, on regarde aussi l'histoire et au regard de l'histoire, ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu différentes phases sur les marchés. On a des phases de peur sur la croissance. En général, ça se traduit par des baisses de marché de l'ordre de 15 à 20%. Donc là, on est passé au-delà. Et quand on a des récessions, en moyenne, et les moyennes ne veulent rien dire, ce n'est être un chiffre à un instant T, mais on a en moyenne des baisses d'à peu près 30% de marché. Donc c'est vrai que... On est à ce moment-là. On est à ce moment-là. On est à ce moment-là. Après, évidemment... Tout n'est pas noir dans cet environnement-là. Non, tout n'est pas noir parce qu'il n'y a même pas de capitulation de marché. C'est ça qui est assez paradoxal. On a des entreprises qui sont très saines, qui ont beaucoup de cash, qui publient des résultats qui sont globalement solides, avec des niveaux de marge qui sont bons, qui génèrent des niveaux de free cash flow
tout à fait élevé. Donc tous ces éléments sont globalement des éléments de soutien. On a un consommateur qui est effectivement à risque sur la partie low income en particulier, et on a un ralentissement sans doute également qu'on est en train de percevoir et qui est en train de se concrétiser sur les catégories les plus, je dirais, plus riches. Middle class, oui, d'accord. Mais néanmoins, on reste sur des niveaux de consommation qui sont élevés. Oui. On le voit bien avec les avions, le tourisme, etc. Donc aujourd'hui, on est dans un doute, en proie à un doute, parce qu'on est dans une phase de transition, de normalisation, ou en tout cas une transition assez forte avec un certain nombre de doutes. Donc effectivement, dans ce contexte-là, il faut d'autant plus être sélectif, d'autant plus faire du stock picking et regarder les fondamentaux des entreprises et les analyser avec beaucoup de rigueur. Et de ce point de vue-là, après les éléments d'information publiés par les entreprises pour le premier trimestre, après la baisse des prix qu'on a déjà connue, est-ce qu'en matière de stock picking, vous êtes dans une phase de l'idée de saisir des opportunités tactiques, voire stratégiques? Est-ce que c'est un moment justement où en tant que stock picker, on a envie de commencer ou recommencer à construire des positions sur des entreprises particulières? Alors, je pense qu'on fait un métier où on est toujours en train de s'interroger sur les opportunités, à la fois en termes de valeur, de secteur. Ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, il faut vraiment à chaque fois recommencer l'analyse de où la situation actuelle peut créer aussi des opportunités de demain et réfléchir quels sont les moteurs de croissance qui restent stables dans un marché instable. Donc effectivement, regardez les secteurs d'activité, les valeurs les mieux positionnées, mais ça c'est quelque chose, je dirais, de constant. Donc effectivement, aujourd'hui, on pourrait se dire la valorisation des marchés est très attractive, on est à 15 fois en termes de PE. Mais c'est pas suffisant, parce que si demain les earnings sont revus à la baisse de 20%, c'est pas un élément suffisant en soi, c'est un élément d'analyse, mais effectivement, on pouvait dire la même chose quand le marché était à 20 fois, on disait c'est trop cher, et pourtant il a continué à progresser. Donc ça fait partie de la palette des éléments qui sont à notre disposition pour réfléchir, analyser, mais notre travail, c'est vraiment de regarder les fondamentaux, de sélectionner les valeurs en fonction d'un certain nombre d'éléments qui nous paraissent porteurs. Est-ce que les publications du deuxième trimestre, alors qui vont être très concentrées là, sur 2 semaines en juillet, autour du 15 juillet, c'est toujours le sprint final avant la pause estivale des géants, est-ce que ce moment-là permettra de nettoyer peut-être les anticipations encore un peu trop complaisante? Est-ce que ça va être une saison de warning, d'avertissement, qui permettrait peut-être au marché d'une certaine manière de toucher le fond de la piscine et de rebondir ou de repartir avec un peu plus de visibilité? Ça serait effectivement une option. Mais quand on voit ce qui vient de se passer, par exemple avec Target, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui est quand même assez majeur. Quand on voit donc dans la grande distribution... 2 warnings en 3 semaines, Target. 2 warnings en 3 semaines. Un acteur comme Target, qui 3 semaines avant son premier warning s'était exprimé et n'avait pas vu les évolutions de situations en un mois, qui ça se change. sont produites, tout comme on parlait de la Fed tout à l'heure. Toute l'activité change de manière extrêmement rapide. Quand on voit ce qui se passe avec Target, où effectivement ils ont annoncé avoir non seulement des coûts de transport 1 milliard supérieur à ce qu'ils anticipaient quelques semaines avant. Donc, c'est quand même quelque chose de colossal. Voir que effectivement on a acheté, mais on a reçu trop tard, donc on est obligé de réajuster. Et quelques semaines plus tard, de dire finalement, on va déstocker, on va faire des discounts et notre marge est complètement revue à la baisse. 3 semaines encore après avoir fait ce premier warning. On voit bien que la situation, elle est instable. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est que toutes les sociétés dans cette situation-là. C'est un cas particulier. Ils ont aussi, je dirais, souffert des goulets d'étranglement sur les approvisionnements et d'avoir eu des retards dans les livraisons, etc., etc. Donc, il y a des situations particulières. Est-ce que les résultats du deuxième trimestre vont être importants? Oui. Est-ce qu'ils vont nous parler d'inflation? Sans doute encore plus qu'au premier trimestre, où il y avait déjà 417 sociétés sur les 500 du S&P 500 qui en ont parlé. Maintenant, on verra effectivement, ça va être très important et très intéressant de surveiller et de suivre tout ça.
Merci beaucoup Julie. Julie Jourdan avec nous pour évoquer la situation des marchés américains. Situation compliquée, hein. L'ensemble de la planète finance est particulièrement chahuté, vous le savez, depuis des semaines et des mois maintenant, alors qu'on attend la prochaine décision de la Fed demain soir. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, était l'invitée de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.